Heureux de vous retrouver sur Médian TV Afrique. Bienvenue à Éco Débat. L'éducation, plus qu'un secteur, c'est un pilier de l'humanité. C'est grâce à l'éducation que l'homme et la femme évoluent, s'élèvent, construisent, transmettent, forment leurs semblables. Or, devant les actualités, tout porte à croire que sa version profane a peu à peu été détrônée en silence au profit d'une autre. De manière générale en Afrique, quelle place occupe l'éducation dans la construction d'un pays? Mieux, quels investissements dans ce secteur? Deux professionnels et acteurs du secteur sont sur notre plateau pour nous éclairer sur ce sujet. Professeur Loba Valérie est enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bienvenue, professeur. Merci. Avec vous tout à l'heure, nous en saurons davantage sur la question de l'éducation et de l'investissement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Avec vous en plateau, Jean-Raymond Yeboué, il est spécialiste de l'éducation, inventeur de la méthode Issouklu et il est auteur d'un ouvrage sur l'orientation scolaire, ingénieur également informatique. Bienvenue, Jean-Raymond Yeboué. Merci beaucoup, M. Ouma. On se souvient que depuis mars 2020, la Covid, les premiers cas ont été détectés ici en Côte d'Ivoire et les cours avaient été arrêtés. Mais avec la méthode Issouklu, vous avez eu des rencontres sur les questions d'orientation. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les initiatives que vous avez prises pendant cette période? Oui, il y a eu les rencontres sur l'orientation, mais il y a eu aussi des méthodes de cours à distance qu'on a essayé de mettre en place pour aider en fait la continuité de l'éducation. Donc ceci pour maintenir le cap et éviter que les élèves, les apprenants soient dans une situation assez délétère. Professeur, pensez-vous que la situation de Covid a influencé négativement le niveau scolaire ou étudiantin en Côte d'Ivoire? Lourdement, on va employer l'expression lourdement, 3 fois lourdement, parce que l'arrêt de l'enseignement a impacté la conduite d'un système qui est déjà en mal. On sait toutes les difficultés qui jalonnent chaque année la vie scolaire de façon générale universitaire, les conflits d'intérêts entre enseignants et tutelles, les grèves à répétition, les déficits sur le plan de l'infrastructure. Et donc, je crois que pendant 2 ou 3 mois, on a dû arrêter la continuité de l'enseignement. Bon, on ne peut penser que cela a gêné un système qui est déjà affaibli. Et on imagine que les conséquences, vous l'avez dit, sont lourdes sur l'éducation. Vous qui êtes enseignant-chercheur au contact des professionnels du secteur, regardons un peu en Afrique de façon générale. Un état des lieux sur le niveau d'éducation, ou on peut parler même du taux d'analphabétisme en Afrique. Oh, c'est une situation qui est facilement analysable. Dans notre jargon, on dira qu'il y a une superposition parfaite entre la spatialisation des indicateurs de développement et les indicateurs qui accompagnent les performances scolaires. On se rend compte que ceux qui ont atteint un certain niveau de croissance économique et de développement aujourd'hui sont des références. Ils jouent le rôle d'éléments polarisants. Hein, pour ne pas citer certains pays du Maghreb, pour ne pas citer certains pays d'Afrique australe, qui sont les principales destinations prisées pour ceux qui sont relativement nantis pour aller poursuivre les activités scolaires. Alors donc vous vous rendez compte que quelque part, le niveau et la capacité de faire la promotion de son développement va certainement influencer la performance du système scolaire qui va avec. D'accord, revenons à la méthode Issouklu que vous avez proposée sur la base d'une observation dans le but d'améliorer certainement le système éducatif. Qu'est-ce que Issouklu a apporté jusque-là? C'est qu'en fait, Issouklu a apporté la valorisation de l'acquisition de compétences. D'accord. Pour nous, en fait, il n'est pas question de former des élèves et étudiants qui, après, en entreprise, ne peuvent pas être insérés. Du coup, nous, on parle du fait qu'il faut insister sur l'acquisition de compétences. Alors, dans ce cas, il faut donner des modèles au système éducatif qui permettent d'acquérir facilement des connaissances pratiques. Lors des enseignements. D'accord. Pas se limiter à la théorie, mais passer à l'enseignement pratique. De façon pratique, quel est le tableau qui se présente généralement en Côte d'Ivoire? Le nombre d'élèves dans une classe, etc. Il faut dire qu'on est en moyenne au public 80-100. En moyenne 80-100. Maintenant, concernant l'alphabétisation, le problème même c'est que quand vous partez à l'intérieur du pays, les élèves, les apprenants qui ont un niveau CM2, pour la plupart, qui sont déscolarisés, bien évidemment, pour la plupart, vous diront qu'ils ne savent pas écrire leur nom.
couleur prénom. Moi, je suis aussi de l'enseignement professionnel, la formation professionnelle. Et j'ai travaillé sur des projets comme Proform. Du coup, on a touché de près que des élèves qui ont le niveau CM2, qui sont à la formation professionnelle, ne savent pas lire et écrire. Ça aussi, bon, je ne sais pas, c'est pas que la déscolarisation, mais ça aussi, c'est l'analphabétisme. Voilà, du coup, il y a ce paramètre. Malheureusement, dans les statistiques, on ne prend pas en compte cela. Alors que c'est un homme, il faut mener une étude sur cette question. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se plaint du système éducatif. On a des chiffres où les élèves ont dit qu'il y a un taux de scolarisation en prenant en compte ces derniers-là. Par contre, on se rend compte qu'ils ne savent pas lire et écrire. Du coup, il faut revoir ces études-là, ces questions-là, et puis trouver une solution à ces problèmes-là, en fait. Voilà. Parce que c'est une problématique qu'on a laissée. Voilà. Il faut pouvoir revenir sur cette question-là, toucher ces personnes déscolarisées, mais qui, à cause du système, n'ont pas pu acquérir ou bien maintenir les compétences acquises, en fait. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans les années 2021. Est-ce que, professeur, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, est-ce qu'on avait les mêmes problèmes du niveau de l'éducation qui avait tant baissé? C'est clair, on n'a pas besoin de faire parler comme quelqu'un Polytechnique Paris pour constater qu'on recule. Le recul, il est le fait de plus d'une conjugaison de facteurs. Le premier facteur, c'est que il faut aller un peu plus haut, permettez l'expression, c'est-à-dire la politique globale, le contexte global dans lequel nos nations, nos sociétés se construisent. Il y a un contexte global qui fait que l'éducation n'est pas une priorité. Pourquoi? L'éducation fait partie de ce qu'on appelle des secteurs non productifs. Alors, quand vous êtes un pays, quand vous êtes une structure économique qui est soumise à l'ajustement structurel, vous êtes plus enclin à intégrer un certain nombre de priorités comme le paiement de la dette, etc. Donc, l'investissement dans le secteur social, ça, on a beau faire les slogans politiques, mais l'investissement dans le secteur social, il va connaître un ralentissement. Or, dans le même temps où vous ne pouvez pas investir dans le social, vous ne perdez pas de vue que votre population augmente. Donc, les mêmes infrastructures et les mêmes équipements, le même accompagnement qui est prévu hier pour 10, devient rapidement caduque parce qu'on n'est plus 10, on est 1000. Donc, ce premier facteur-là, il influence lourdement la conduite de l'action politique, le programme politique de l'éducation. Et dans beaucoup de pays africains, c'est une réalité qui est parfois, souvent, qui n'est pas dite, mais alors que c'est elle qui est au cœur des problèmes. Alors qu'on a observé ces derniers temps dans certains pays des projets de loi allant dans le sens de l'encouragement de l'école gratuite, le fait de mettre tout le monde à l'école, il y a eu beaucoup d'efforts. Est-ce qu'ils n'ont pas porté ces efforts-là? À la limite, on pourrait penser que ce sont des réalités qui sont plus des slogans que des effectivités. Voyez-vous? Parce que quand dans une société, l'environnement économique tend vers un accroissement des indicateurs de pauvreté, il est vraiment difficile pour les individus d'être sensibilisés à croire qu'il y a une sorte d'école gratuite. Quoique le gouvernement fait des efforts, certaines institutions accompagnent souvent les États et les gouvernements à faire des efforts, mais la réalité du terrain est que les efforts du gouvernement finissent par ressembler à une goutte d'eau dans la mer parce qu'il n'y a pas un suivi régulier. On ne recherche pas forcément l'adéquation entre... Pas qu'on ne recherche pas, mais on est souvent dépassé par l'inadéquation qui survient et qui se présente à nous de façon brusque entre les ressources et les équipements. Et ça fragilise. Et devant cette situation d'inadéquation, les gouvernements sont un peu paralysés parce qu'ils n'ont pas, si vous voulez, permettez l'expression, la main ou bien la possibilité de pouvoir injecter facilement des ressources parce que ce sont des secteurs non productifs qui ne sont pas au compte des priorités. Et ça, c'est quelque chose qu'on a hérité d'un système économique qui fait qu'il y a un certain nombre de secteurs et de paramètres qu'on pourrait relever de souveraineté qui vont nous échapper. C'est vrai qu'on dira la monnaie, on citera la monnaie, on citera la défense, on citera le législatif qui sont des secteurs de souveraineté, mais l'éducation aujourd'hui est une arme. Voyez-vous, un pays comme l'Inde, aujourd'hui est cité parmi les plus grands parce que premier producteur de savants, comme certaines littératures aiment bien à le dire.
Aujourd'hui, pour ne pas citer certaines puissances, quand vous les parcourez, un bon nombre de leurs ingénieurs ont été formés dans ce pays qui est dit émergent. Pour ne pas dire même que certaines grandes puissances ont des ingénieurs qui détiennent leur nationalité, mais qui sont originaires de ce pays. Donc, vous voyez que l'éducation, ce qu'on met dans l'éducation peut finir par devenir un moyen d'affirmation de souveraineté à l'échelle internationale. Et beaucoup de pays africains ont d'autres préoccupations. Gestion des conflits politiques, des conflits armés, gestion de déficit économique, gestion de la crise de l'endettement. On a d'autres priorités. Et tout cela s'explique par le fait qu'on n'a pas pu construire, voyez-vous, une interface un carnet de route, on va dire comme ça. On n'a pas pu construire un carnet de route pour tracer notre développement qui est souvent fondé sur nos besoins réels. On est très souvent enclin à la répétition, pour ne pas dire à la copie de réalités qui ne sont pas les nôtres. Or, voyez-vous que l'adéquation entre équipement et les ressources humaines, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Je pense que tout à l'heure, on en parlait. La moyenne dans une classe au secondaire aujourd'hui, c'est entre 80 et 100. Voyez-vous? Alors, entre 80 et 100, avec quels moyens, avec quelles ressources, avec quel environnement, quel résultat vous pouvez demander à un enseignant qui tient une classe de 80 là où il devait s'attendre à 36? Quand bien même on aura un taux de réussite élevé, c'est pas évident. C'est pas évident, justement, je rebondis parce que je crois que tout à l'heure, M. Yeboah a posé la problématique de gens qui sont dans le système mais qui ne savent pas lire et écrire. Ouais. Et c'est, je veux dire que c'est souvent triste de le constater. Ça veut dire que quelque part, le système éducatif n'est pas productif. N'atteint pas les objectifs. On va dire comme ça. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Regardez, en Côte d'Ivoire, il y a quand même, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a une maîtrise de la planification, du calendrier, etc., etc. Mais dans quel environnement voulez-vous que la maîtrise de ce planning-là arrive à produire des résultats qui sont conformes à nos réalités? C'est parce que les efforts qui sont faits sont souvent très vite dépassés par cette réalité sociale, démographique et économique qui accompagne le système. D'accord. Très bien, on va parler d'investissement, mais avant, quel est l'impact de ce taux d'analphabétisme? Nous sommes unanimes là-dessus, qui est élevé, de plus en plus élevé en Afrique. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact au plan économique sur nos États et sur l'Afrique? Sur nos États, en fait, il faut d'abord souligner que pour la personne elle-même, ça a un impact au niveau même de la santé. Voilà, les personnes qui ne savent pas lire les ordonnances, tout ça, il y a un impact sur la personne elle-même. Ensuite, au niveau économique, c'est aussi la cause du chômage. Voilà, parce que, et puis l'évolution même dans la carrière. Quelqu'un qui est analphabète, même quand elle arrive une personne analphabète, même quand elle arrive à avoir des compétences ou bien à avoir une qualification pour un métier, après elle ne peut plus évoluer. Toujours un handicap. Voilà, toujours un handicap en fait pour ce dernier. Du coup, et en plus aussi, ils ne peuvent pas participer à la vie citoyenne parce qu'ils ne comprennent pas facilement, ils ne comprennent pas aisément en fait les décisions qui sont prises et ces mêmes personnes qui sont manipulées par le politique et autres. Donc, les conséquences sont en griffe légion. Voilà, légion, du coup, ça impacte négativement la vie économique. C'est des minorités qui les exploitent pour en fait s'enrichir peut-être ou bien pour se maintenir à certains postes ou à certains pouvoirs, malheureusement en fait. Mais c'est un impact assez négatif sur la société en général et au niveau économique même. D'accord, professeur, parlons investissement. Quand on regarde nos systèmes d'éducation, si on devait investir, quels sont les pôles dans lesquels on devrait investir et comment? La première des choses, avant même de parler d'investissement, c'est de trouver des ressources pour maintenir ce qui est fonctionnel. Okay. Voyez-vous, souvent quand vous prenez, on va employer cette expression, quand vous prenez le design et le décor de certaines de nos écoles, vous voyez que souvent il y a un état de délabrement tel que vous-même vous dites à un enfant d'y aller, il va préférer rester à la maison. L'environnement. À ce niveau-là, le gouvernement a fait des efforts avec la mise en place des COGES, quoique controversés. Mais je veux dire que le fond de l'idée, c'est que l'école soit prise en main par ses acteurs directs et immédiats. Donc, les parents, les enseignants devraient travailler à maintenir un certain cadre qui rendrait l'école plus attractive. S'il fallait investir, la première des choses, c'est d'investir dans
dans la formation des formateurs. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Ça, c'est fondamental. Parce que l'infrastructure, ça vient après. Pourquoi l'infrastructure vient après? Il est important que les formateurs soient à un certain niveau. Quand j'appelle formation des formateurs, il y a la formation que le formateur reçoit, mais il y a tout l'accompagnement en termes d'outils, si vous voulez, tout ce qui est instrument, tout ce qui, on va dire, relève de la didactique en tant que tel, tout ce qui est outils pédagogiques, etc. etc. Vous savez à ce niveau, il y a un grand manque. Il y a un manque. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile d'utiliser la craie. Vous savez qu'aujourd'hui, on a l'ère du numérique. Ouais. Donc, je veux dire que dans la formation des formateurs, il y a cela. Le deuxième niveau, c'est vraiment de faire de la promotion, de la construction des équipements scolaires, quelque chose qui soit vraiment une priorité. Regardez, quand nous nous intégrions au début des années 90 à l'université d'Abidjan, parce que c'est l'université nationale, c'est l'université d'Abidjan, puis Cocody avant l'université Houphouët-Boigny, oui. On disait comme ça dans tous les discours que c'était une université conçue pour 6 000 étudiants. Mais à cette époque, il y avait au moins 50 000. Oui. Au moment où nous sortions de cette université, il y avait à peu près 70 à 90 000 étudiants qui étaient régulièrement inscrits dans cette institution. Vous voyez qu'il y a déjà un dépassement. Quand vous prenez les statistiques scolaires, vous vous rendez compte que l'action de l'État en termes d'investissement, en termes d'infrastructure, d'établissement, depuis le début des années 70, l'État en tant que tel n'a plus financé la construction de... Ouais. On compte essentiellement sur les apports du privé, sur les appuis de la coopération internationale, mais l'État n'a plus. Ça découle de ce que je disais précédemment. On est dans des systèmes économiques qui font que il y a un certain nombre de pesanteurs qui fait que des secteurs dits non productifs, comme l'éducation, la santé, ne sont pas véritablement en termes de priorité. Ce sont des secteurs qui sont dépendants de ce qu'on peut recevoir comme aide extérieure, alors que, comme je le disais, ça doit être des éléments d'affirmation de souveraineté. Voyez-vous? Et ça va être déterminant dans la nature des programmes qu'on applique. Quand vous discutez avec un enseignant du secondaire ou du primaire, en termes de méthode et de méthodologie pédagogique, ils vous disent que ça, c'est une méthode qu'on nous a demandé d'appliquer. Elle a marché en Occident, mais on n'est pas dans le même contexte, on n'a pas le même environnement. Donc, ce n'est pas sûr que ça marche ici, mais comme on nous demande d'appliquer, il faut le faire. Si vous partez au supérieur, les enseignants vont vous dire, bon, le LMD est dit un système international, mais là où c'est appliqué, ils sont dans un environnement particulier, dans des infrastructures particulières, ils n'ont pas la même pression démographique que nous, ils n'ont pas la même charge, mais on nous demande d'appliquer ici, bon, on essaie d'appliquer. Ouais. Donc, il y a tout à miser dans la formation des formateurs et dans l'équipement et l'infrastructure. Ça, ce sont des défis majeurs. Et quand vous regardez le programme de tous les pays africains en termes de promotion de développement, les gouvernements sont conscients. Les États sont conscients que ce sont des secteurs qui doivent être priorisés. Mais il y a la réalité du terrain. Il y a ce qu'on dit Quelqu'un dira que quand on n'a pas la main à la pâte, c'est facile. La critique est facile. La critique est aisée, l'art est difficile. Voilà, être à la tâche est difficile. Mais c'est difficile pourquoi? Parce que je tiens toujours à ce paramètre historique-là. Au moment des indépendances, au moment de saisir notre souveraineté, il y a des options économiques dans lesquelles, en tout cas pour lesquelles nous avons opté, qui ne sont pas forcément l'optimum et c'est ce qui nous suit. Si vous regardez la littérature très ancienne, post-indépendante en Afrique, si vous lisez quelqu'un comme René Dumont, l'Afrique non est mal partie, déjà il était avant-gardiste parce que cet auteur-là disait déjà que toutes les options que nous sommes en train de prendre en se focalisant essentiellement sur l'économie de plantation modernisée avec l'exportation, sans rentrer dans des schémas d'industrialisation qui vont financer notre propre développement plus tard, on serait très vite dépassé. Regardez les pays d'Asie. En 1970, tous les indicateurs de la Banque mondiale ils vont vous dire, tous ces indicateurs, qu'en 70, les pays d'Asie du Sud-Est, Corée, etc., ce qu'on appelle les dragons et les tigres, surtout la Corée, ils avaient le même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Et à partir des années 80, vous vous rendez compte que les courbes de croissance et les indicateurs de développement prennent des chemins complètement différents. Il faut chercher qu'est-ce qui s'est passé pour que
en soi. Et la réponse se trouve dans les choix de développement économique, dans ce que nous avons hérité de notre vie post-indépendante. Et souvent, ce sont des options qui ne nous ont pas été profitables. Et certainement qu'on aura une autre émission consacrée exclusivement à cela pour en savoir davantage. La digitalisation dans le domaine de l'éducation, quel genre d'investissement? Bon, ça c'est principalement les initiatives privées. Du coup, il n'y a pas vraiment de budget, on va dire, de budget alloué à ce secteur-là. Est-ce qu'il faudrait y penser? Il faut y penser. Il faut y penser, mais je pense qu'il faut le faire autour d'une table ronde. C'est-à-dire où il y a le privé, l'État et puis les partenaires financiers. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires passent beaucoup par l'État, je ne suis pas contre, mais il faut encourager l'initiative privée. Du coup, en associant l'État, qui devient un peu comme le régulateur en fait. Voilà, donc l'État est là pour surveiller, voilà, pour s'assurer que c'est fait dans de bonnes conditions. Mais il le faut maintenant, il faut le faire autour d'une table ronde où les partenaires sont là. Voilà, d'accord, très bien. À la faveur de la crise sanitaire, quand les universités ont fermé, il y a eu les cours en ligne. On sait que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a déjà fait des cours en ligne, donc le e-learning, à l'ère où nous sommes. Est-ce que ce serait bon de privilégier ce modèle d'apprentissage également? C'est bon de privilégier, mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on a vu un engouement lorsque on a vu la Covid est arrivée. Mais juste après, bon, lorsqu'il y a eu une accalmie, on n'a rien compris. Bon, ces solutions-là ont été mises aux oubliettes. Bon, je n'ai pas bien compris cette partie-là au niveau de, notre politique étatique. Vous aurez le temps de vous poser plusieurs questions. Maintenant, après, il faut pouvoir se demander qu'est-ce que nos États veulent, quel objectif on veut atteindre. Est-ce qu'on veut seulement dire qu'on investit beaucoup dans l'éducation pour investir, ou bien il y a des résultats qu'on veut atteindre? Parce que moi, je pense que si on se fixe des objectifs avec des résultats à atteindre, on ne va pas regarder, faire la promotion de ce qu'on a investi, mais on va chercher à regarder plutôt, mais qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat après avoir investi. Voilà, c'est cela. Parce que le problème aujourd'hui, on nous donne des chiffres, on a investi, d'accord. Mais quels sont les résultats qu'on a obtenus? Où sont les résultats? Est-ce que les résultats sont vérifiables? Donc, nous, on se pose la question, est-ce que même l'investissement est arrivé au bout de la chaîne? Bon, ça fait beaucoup de... Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose en fait. Mais je pense que la solution, c'est ce que j'ai dit, c'est autour d'une table ronde. Parce que l'État est aidé en grande partie par les partenaires financiers de l'extérieur. Du coup, nous, aujourd'hui, on appelle toutes les parties à se réunir autour d'une table ronde pour que l'investissement, pour qu'il y ait un suivi. Voilà, beaucoup plus rigoureux en fait. Le partenaire, quand il vient, l'investissement, ce n'est pas pour l'État, c'est pour les initiatives privées. Le régulateur, c'est l'État. Du coup, vous verrez que l'État va s'impliquer plus. Parce que c'est comme si on a arraché un peu, on lui arrachait quelque chose. Voilà. Donc, du coup, l'État se sentirait un peu plus à l'aise dans ce rôle de régulateur en fait. Et les initiatives privées, voyant la pression de l'État, pourront avoir beaucoup plus de résultats. D'accord, très bien. Professeur, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Il nous reste moins de 2 minutes. Ça sera certainement le mot de la fin. On parle d'investissement, on parle de financement. Tout à l'heure, vous avez essayé de parler un peu des États qui ne considèrent souvent pas l'éducation comme une priorité. En tant qu'acteur, si vous devriez parler à ces nombreux gouvernants ou à ces décideurs, parlant de priorité, qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous écoutent? Il faut essentiellement s'adresser aux politiques en leur disant qu'il faut positionner l'éducation comme un secteur de souveraineté. De même que le dispositif, comme je le disais en introduction, législatif, monétaire et puis législatif économique sont des portails, des interfaces de souveraineté. L'éducation devrait apparaître comme un secteur de souveraineté et traité comme tel. À partir de ce moment, si l'éducation est perçue comme telle, vous verrez que de nombreux problèmes seraient rapidement élagués, rapidement. Et on aurait un système beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide. Les acteurs font des efforts. Nous ne disons pas que les gouvernements ne font pas des efforts, mais il faut positionner le secteur de l'éducation comme un pilier véritable d'accompagnement et de développement. D'accord. Le positionner, est-ce qu'il faut augmenter le budget qui va avec? Est-ce qu'il y a des réformes internes qu'il faut faire? Il y a d'abord, avant d'arriver à la question de l'investissement financier, injecter de l'argent en tant que tel, il y a d'abord s'asseoir, conceptualiser et penser qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société. Sachant que l'éducation est un élément influençant de façon
presque irréversible ce qu'une société sera. À partir de ce moment, une fois qu'on a conceptualisé, on sait ce qu'on veut et donc on va trouver les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif. Mais si on n'a pas, on ne se fixe pas d'abord la priorité de conceptualiser un modèle de développement basé sur un pilier de souveraineté éducationnelle très fort, on sera en difficulté. Tout à l'heure, M. Yeboué parlait de, par exemple, l'utilisation des moyens de digitalisation, des cours en ligne, etc. Mais aujourd'hui, c'est bien beau de le dire, mais dans combien de ménages nos étudiants peuvent avoir accès à une connexion digne de ce nom? C'est ça aussi la réalité. Professeur, on aura le temps de répondre à ces questions Voilà. ultérieurement dans, certainement dans une autre émission qui sera consacrée ou dédiée effectivement à ces questions. Je voudrais donc vous dire merci, professeur Loba Valérie. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Merci d'avoir répondu donc à nos questions. Vous remercie. Merci Jean-Raymond Yeboué, vous qui êtes aussi un spécialiste de l'éducation. Oui, mais ce que je voulais ajouter pour terminer. Ça sera certainement pour la prochaine fois. Le temps nous court dans le dos, nous sommes effectivement à la fin. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'éducation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.